sur l'émission Chez vous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. En Afrique, en Europe, en Amérique et en Asie, tous se plaignent du racisme. Au niveau de la diaspora africaine et des afro-descendants, le racisme connaît une évolution assez particulière durant ces dernières années avec tout ce qui se passe dans le monde. On a connu énormément d'événements sur la question du racisme vis-à-vis de la communauté africaine. Et particulièrement ces derniers temps, plus récemment avec la mort de George Floyd aux États-Unis et le décès de Adama Traoré en France. Du coup, il y a eu énormément de débats autour de la question sur les Noirs dans le monde, mais le débat s'est plus centré sur le respect et l'intégration de la communauté africaine dans ces différents continents du monde. Et donc, est-ce qu'il serait mieux de lutter contre le racisme et demander une meilleure intégration des Noirs, de la communauté africaine dans ces différents continents, tout en sachant qu'on n'est pas chez nous, ou il serait préférable pour nous de rentrer, de se réapproprier l'Afrique? C'est sur ces derniers points que nous allons échanger sur la question qui est: est-ce que nous nous battons pour notre intégration et notre respect dans les différents continents où on se réapproprie l'Afrique? Je suis accompagnée de Amobe Meveke, journaliste, producteur audiovisuel et fondateur de la chaîne Ubiz News OM5 et One, de Anne Obami, comptable, de Emonsi Bossa, lauréat du premier prix d'excellence de l'Université Columbia, diplômé en master négociation et résolution de conflits et fondateur de l'ONG African Youth Architect, ainsi que de Larios Mavungu, juriste consultant doctorant en droit des affaires et président de l'association Le Quai de la Culture. Première question pour vous, mes chers invités. Quel regard portez-vous sur les différents mouvements organisés ces derniers temps, particulièrement à la suite de la mort de George Floyd et d'Adama Traoré, contre les actes racistes subis par les Noirs, aussi bien aux États-Unis qu'en France? Merci déjà pour l'invitation et je pense que l'introduction que vous venez de faire nous dit beaucoup de choses sur ce qu'est cette problématique du racisme aussi bien en France qu'aux États-Unis. Certes, on est dans des contextes totalement différents. Rappelons qu'aux États-Unis, on a quand même une histoire assez particulière due à l'esclavage qui a fait en sorte qu'on se retrouve avec une bonne partie des Noirs qui ont été exportés de l'Afrique vers les États-Unis et qui ont subi cet esclavage pendant plusieurs siècles. En France, on est dans une situation beaucoup plus différente dans la mesure où on est plutôt dans une relation de colonisé à colonisateur et on a eu des mouvements migratoires après la colonisation des Africains venant du continent qui sont arrivés en France pour pouvoir trouver une meilleure vie. Et ce mouvement se poursuit de plus en plus ces dernières années. Alors, pour ce qui est plus précisément de la question, pour savoir quel regard je porte sur les mouvements qu'on observe à travers ces deux pays, c'est que ça dit beaucoup de choses sur ce qu'est notre société et sur l'échec de l'universalisme qui a pendant longtemps été prôné. On voit très bien que les Noirs portent avec eux ce poids historique qui continue à les poursuivre, en tout cas dans leur intégration, aussi bien en France qu'aux États-Unis. Et ces mouvements-là, qui sont le résultat d'un émoi, vous parlez de la mort de George Floyd, c'est quelque chose de marquant. On a vu comment la police, notamment avec la mort de George Floyd, que ce soit en France avec Adama Traoré, est à l'origine de certaines bavures qui sont dues au fait qu'on contrôle une personne de par le fait de sa couleur et le contrôle se passe très mal et entraîne la mort. Et moi, au fond, ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faudrait pas s'arrêter à ce stade de l'émoi. Les marches que nous faisons, c'est une très bonne chose pour pouvoir dénoncer ces pratiques-là. Mais il faut que nous puissions être capables de poser la question de façon froide et de façon collective pour pouvoir réfléchir sur ce sujet-là, parce que ce n'est pas une problématique nouvelle, hein. On la connaît depuis des années, on a fait remonter l'histoire tout à l'heure.
Et donc, je pense par exemple à ce qui s'est passé dernièrement avec la situation à H&M, hein, le noir le plus cool de la forêt. On a eu une contestation de la part de la communauté noire en France, mais quelques mois plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir boycotté les produits d'H&M, ben, on est reparti encore acheter des produits H&M. Donc, il faut vraiment une vraie réflexion collective pour pouvoir trouver des solutions pérennes à ce problème et réussir à s'imposer en tant que communauté euh, dans ces différents pays. Voilà un peu ce que d'entrée de jeu je peux dire sur la question. Larios, il a bien parlé. Déjà, le fait de parler de l'histoire, je ne reviendrai pas vraiment là-dessus. C'est vrai qu'aux États-Unis, il y a ce problème d'esclavage, mais en France aussi, il y a eu de l'esclavage, parce qu'on le voit avec les Antillais et tout ce qu'il y a eu. Il y a même le 10 mai qui commémore l'abolition de l'esclavage. Mais c'est vrai que les deux, c'est pas la même chose. On ne peut pas comparer. On ne peut pas comparer. C'est pas la même chose entre ce qui se passe aux États-Unis et en France. Mais ce que j'aimerais rajouter aussi, c'est que, comme il a dit, il faudrait que ça continue dans le temps. C'est pas juste un effet de mode qui va venir pile poil parce qu'il y a eu George Floyd, parce que les gens manifestent pour Adama, et que maintenant on voit sur Internet que les gens veulent maintenant consommer africain, consommer noir. C'est bien, c'est une bonne prise de conscience, mais il faudrait qu'on continue là-dessus, qu'on essaie de se recentrer sur nous, qu'on essaie de booster un peu les autres qui arrivent, qu'on donne un coup de main à ceux qui veulent avancer, qu'on essaie de parler de toutes les structures pour qu'on essaie que les autres également nous respectent en fait. Et en même temps, il ne faut pas oublier son histoire parce que lorsqu'on veut aller loin, il faudrait qu'on sache d'où on vient. S'aimer, aimer son histoire, se l'approprier et continuer, qu'on avance, qu'on voie l'avenir meilleur parce que c'est cette Afrique-là qu'on va laisser pour nos enfants, c'est autre chose qu'on veut. Donc, voilà ce que je peux dire. Je trouve que c'est bien de poser le débat et qu'il y a une forme de cristallisation autour de ces questions de racisme, de cette négrophobie. Ce que j'ai envie de dire, parce que j'entendais déjà des petites nuances, c'est que justement, c'est le point commun entre les Noirs du monde entier, c'est que la négrophobie se partage à équité. La France, les États-Unis, après, c'est des variations autour du même thème et ce sont des nuances, des variations autour d'un même thème et des nuances entre le gris, le noir sur ces questions de racisme. La chose qui me gêne, moi, c'est qu'une fois de plus, j'ai l'impression que nous n'avons pas la main sur nos destinées. On est là en train de pleurnicher, oui, nos vies valent, elles ont de l'importance, oui, nous méritons, comme les autres sur la Terre, le respect. Nous ne sommes pas les seuls individus bipèdes humanoïdes sur cette planète. Que s'est-il passé depuis l'Égypte antique pour qu'on soit aujourd'hui livré, entre guillemets, en pâture médiatique au racisme? Je veux dire que les Noirs du Brésil subissent le même racisme que ceux de la Colombie. Il y a des Noirs au Pérou, il y a des Noirs en Argentine, on n'entend jamais parler, il y a des Afro-Iraniens. On voit comment en Chine, les gens se font tabasser par les enclaves extraterritoriales, les ambassades, etc., etc. Et ça me fait penser à l'idée qu'en fait, la véritable responsabilité, elle nous est imputable à nous, Africains. Et je m'adresse donc à l'Union africaine en particulier, aux États africains, tant que l'Afrique ne se fera pas respecter par son poids économique et diplomatique, on aura beau glousser, crier, gémir, geindre, cela sera une épée dans l'eau. Le frère Larios a bien fait de rappeler comment il y a si peu de temps, une marque s'est fendue d'une caricature qui nous singeait et que quelques temps après, tout le monde a oublié. On voit des chaînes de télévision qui virent des gens sans scrupules et qui les remplacent parce que nous ne sommes pas capables, nous faisons l'aveu de notre faiblesse. Donc, pour résumer ma pensée, je dirais qu'il y a une chose très positive autour de cette cristallisation. On sent vraiment que maintenant, des gens comme moi qui étaient considérés comme des extrémistes, j'ai du respect pour les anciens combattants, mais moi je suis un ancien combattant. On était les premiers à porter des boubous et les seuls à la télévision française, on se faisait insulter, à parler d'Afrique
africain-américain, à dire qu'il fallait qu'on s'unisse, etc. On nous montrait le doigt en disant « Mais oui, mais vous faites du communautarisme, ça veut dire quoi? Vous voulez qu'on aille se pendre ?» Quand on essaie d'exister par ailleurs, on nous dit non. Ben, quand on essaie de s'organiser, vous nous dites qu'on fait du communautarisme. Donc, que devons-nous faire? Donc, la clé, c'est vraiment l'Afrique, l'Union africaine. Il faut que les Africains se respectent eux-mêmes. C'est la clé est là, et la masse critique, le pouvoir, c'est un rapport de force. Et nous faisons tout l'aveu de notre faiblesse parce que nous sommes incapables de nous imposer. On voit aujourd'hui d'ailleurs que ça exacerbe, entre guillemets, ce qu'ils appellent les extrémistes. Il y a une milice armée aux États-Unis, Neo Black Panther Party, qui défile dans les rues, etc. Donc vraiment, encore une fois, pour conclure sur ce propos liminaire, c'est de considérer que la responsabilité revient d'abord aux Africains et à la diaspora. Elle ne concerne pas que les Africains. N'oubliez pas que le panafricanisme, d'ailleurs, n'est pas né en Afrique, il est né dans la Caraïbe. Donc moi, quand je parle d'Africains, je parle également des Africains de la Caraïbe, et que la vraie clé, elle est endogène. C'est par nous, et c'est d'abord par le poids économique, par le poids diplomatique que nous pourrons nous en affranchir. Oui, merci beaucoup déjà pour cette invitation, cette plateforme. Mon avis par rapport au mouvement qui ont suivi la mort de George Floyd et aussi Adama Traoré. Bon, moi je dirais que le noir, partout dans le globe, a un dénominateur commun, négrophobie, discrimination. Mais aux États-Unis, là où je suis, je pense que derrière ces mouvements de contestation se cache une profonde blessure interne d'une communauté longtemps opprimée aux États-Unis. Je pense que il n'y a pas de comparaison entre, je pense, ce que vit au jour le jour les Noirs américains aux États-Unis par rapport à ceux qui sont, par exemple, en France, et au Canada ou ailleurs. Donc, aux États-Unis, c'est une profonde, je vais même dire que c'est suivi de traumatisme, hein, qui se transmet de génération en génération. C'est vraiment effrayant. Donc moi, je le vis de jour en jour. J'ai des amis, lorsque dans des discussions, lorsque nous parlons, je vois vraiment que c'est un peuple qui aujourd'hui a beaucoup perdu, que ce soit en termes d'identité, que ce soit, il y a lieu de se poser la question, de s'arrêter un instant, au-delà des mouvements contestataires que nous voyons aujourd'hui, et comment repenser notre activisme, comment repenser nos engagements vis-à-vis de l'Afrique, par exemple. Bon, donc il est important pour nous de réfléchir sur une nouvelle ère d'activisme. C'est pas en prônant des slogans Black Lives Matter sur les réseaux sociaux, par exemple, qu'on va pouvoir changer des choses. À New York, aujourd'hui, on est parti même jusqu'à inscrire les mots Black Lives Matter devant le palais de Trump. Mais est-ce que cela change des choses juste par des simples mots? Non. Bon, on a vu que récemment, avec tout ce qui se passe, on veut consommer noir, mais il faut qu'on y passe au-delà. Il faut qu'on aille au-delà de ça. Moi, je pense qu'il faut qu'on se réapproprie notre continent africain et puis se faire respecter. Voilà. Au lieu de demander que les gens nous respectent, mais le respect doit suivre par rapport à nos actions, par rapport à ce que nous faisons vis-à-vis du continent africain. Merci beaucoup. Je voulais juste rebondir sur un point par rapport à ce que Amoudé disait tout à l'heure sur la responsabilité justement des Africains, très rapidement. C'est que nous avons un problème sur la manière de structurer, il me semble, notre combat. C'est vrai qu'il y a des mouvements de contestation. Je vais prendre un autre exemple assez parlant sur l'essoufflement sur le temps que nous connaissons. Il y a eu récemment le problème de la vente d'esclaves en Libye. On a vu comment on s'est mobilisé sur les réseaux sociaux, des marches, et plus personne n'en parle aujourd'hui. Je m'interroge si le phénomène a pris fin.
Et l'Union africaine dont on parle, le panafricanisme dont on veut penser, on voit très bien qu'au niveau institutionnel, il y a un décalage entre la volonté des peuples qui veulent justement qu'on parte vers ce panafricanisme, que l'on puisse se faire respecter, et particulièrement pour la nouvelle génération. Mais il va falloir faire très attention sur les outils qu'on offre à la nouvelle génération pour pouvoir mener ce combat-là. Parce qu'à un moment donné, c'est bien de pouvoir combattre, mais il faut faire l'évaluation de l'ensemble des combats que nous avons menés depuis des années et des années. Est-ce que les stratégies que nous avons mises en place jusqu'à maintenant ont produit du résultat? Je pense qu'il va falloir s'inscrire à un moment donné dans cette culture de l'évaluation pour pouvoir soit changer de stratégie, soit opter pour d'autres méthodes, mais tout en sachant une chose, c'est que nous resterons dans une interdépendance. On ne peut pas rester dans l'idée de dire que nous allons vivre récoquevillés. Ce n'est pas possible. On est dans un monde où nos enfants, les enfants qui vont naître, les nouvelles générations vont être confrontés au monde. Le plus important, c'est quand même leur parler de notre histoire, mettre en place des outils qui leur permettent d'accéder, parce que c'est toute la difficulté. Nous, par exemple, moi, j'ai fait mes études, une bonne partie de mes études au Congo. La majorité des cours que j'avais en histoire me parlaient beaucoup plus de la France, des États-Unis. Rien, par exemple, ou pas grand-chose sur l'histoire de l'Afrique, que ce soit l'histoire ancienne ou l'histoire contemporaine. Donc, à un moment donné, il va falloir faire taire ces barrières-là, travailler sur des outils pédagogiques qui permettent aux plus jeunes d'accéder déjà à cette histoire, qui leur permettent d'être fiers de leur histoire, aussi sombre ou lumineuse soit-elle, mais il faut qu'on donne des outils à ces jeunes-là pour que ces jeunes puissent être suffisamment outillés pour affronter ce monde qui va être de plus en plus violent. Et comme on constate dans différents pays, il y a un repli identitaire, un repli national, qui fait que la discrimination croît de plus en plus. Donc, il va falloir que cette nouvelle génération qui est confrontée qui a la chance d'avoir cette démocratisation de la connaissance grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, que l'on puisse leur responsabiliser de plus en plus. Voilà, moi je pense que ça passe aussi par là, cette responsabilisation. Certes, les institutions comme l'Union africaine et les États, hein, bien évidemment, qui ont la responsabilité première avant qu'on puisse être sur le niveau continental. Il faut former des jeunes à cette histoire-là, à ces problématiques. Voilà. Moi, j'ai peut-être une ou deux observations, notamment sur ce qu'a dit Emansi il y a quelques minutes, sans vouloir rentrer dans une compétition victimaire pour dire qu'aux États-Unis, c'est pire qu'en France, que c'est moins pire qu'au Brésil ou aux Antilles, etc. Je pense qu'il faut faire attention et il faut vraiment rester lucide en gardant toujours un regard sur le rétroviseur. Je pense que ce serait une erreur de considérer que ce n'est pas la même chose aux États-Unis qu'en France. La vraie différence, c'est qu'aux États-Unis, c'est le nombre. Il y a beaucoup plus d'Afro-Américains qu'il n'y a d'Afro-Français. Les deux composantes, on les connaît, c'est les originaires de l'outre-mer et les ressortissants des anciennes colonies. Mais si vous regardez aux États-Unis, le racisme est systémique parce que notamment dans la police, ils l'avouent eux-mêmes, ils sont formés pour aller d'abord dans une rue, aller appréhender des citoyens à la couleur de bronze. Mais en France, c'est pareil. Vous allez voir, c'est pas moi qui le dis, le rapport de quelqu'un qui fait autorité au CNRS, au Centre national de la recherche scientifique en France, Sébastien Rocher, il dit très clairement que la France est sujette fréquemment à ce que l'on appelle le délit de faciès. La Cour internationale européenne des droits de l'homme l'a dit, Amnesty International. Donc vraiment, il faut faire attention à ces différents paradigmes. Là, c'est moins pire, là, c'est ceci, cela. Il y a des gens qui ont été exterminés sur le territoire américain, ce sont les Amérindiens. La différence véritablement entre les États-Unis et la France, si on devait comparer historiquement, c'est que d'abord, les États-Unis, c'est un jeune pays qui lui-même a été fabriqué, entre guillemets, par d'abord l'arrivée sur le continent d'une force qui ont été donc les Africains qui ont trouvé les Amérindiens ici, et les WASP, les White Anglo-Saxon Protestants, qui dirigeaient tout ça. C'est un jeune pays. L'Europe et la France, c'est un vieux continent, et en même temps, la différence, c'est que la pratique du colonialisme se faisait hors des terres européennes. C'est-à-dire que la France, l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal, la Hollande, etc., avaient des territoires exogènes à leur territorialité, tandis que la ségrégation se passait réellement
aux États-Unis. Bon, ça, c'est encore un autre débat. Je pense vraiment, encore une fois, que ce qui est important, c'est la prise en main de notre propre destinée. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on va crier plus fort que les autres que ce n'est pas bien qu'on continue à tuer. On pendait les gens. En France, aux États-Unis, on pendait les gens. Mais en France, on a vu que sur les territoires, à Madagascar, en Algérie, au Cameroun, etc., ça a été la même chose. Donc, le nombre de personnes qui sont victimes des violences policières est proportionnel à la quantité, entre guillemets, si on devait parler de quantité, parce que c'est un peu comme si on parlait de bétail, c'est un lapsus révélateur, mais c'est bien de ça dont il est question, et un peu le corollaire du nombre de la composante afro que l'on peut indexer dans ce pays. Donc moi, pour finir sur cette première interrogation, c'est de dire qu'en réalité, non seulement il s'est passé quelque chose autour de cette affaire Floyd, c'est une prise de conscience réelle qui avait vraiment une question raciale qui dépassait le cadre des États-Unis et que pour la première fois l'élection américaine, la prochaine administration, eh bien, je pense que plus que jamais le monde entier aura un œil dessus. Parce que ce qui se passe là-bas a été rendu possible par un instrument, la technologie. C'est là où je rejoins Larios, c'est que sans le téléphone portable, on ne serait pas en train de parler, aujourd'hui d'ailleurs par Zoom, mais non seulement ça, on n'aurait pas eu un tel impact autour de l'affaire Floyd s'il n'y avait pas eu ce téléphone portable. Donc je pense qu'aujourd'hui, la clé, c'est d'éduquer les populations, avec ou sans les institutions africaines. Il faut qu'il y ait une nouvelle génération, la vôtre, de capitaines d'industrie, de pédagogues, d'acteurs militants, sociaux, qui ont une fibre citoyenne et qui ont une conscience historique et qui utilisent cette conscience pour impacter la nouvelle génération. Merci beaucoup. Par rapport à tout ce que vous avez dit, on peut constater que toute la prise de conscience, ça fait un moment qu'on le revendique. On en parle énormément. Comme tout à l'heure, Larios a souligné le fait qu'il y a les immigrés en Libye, ceux qui traversent. Mais à chaque fois, ça fait toujours ce mouvement de mode on commence, on en parle et à un moment donné, on passe à autre chose. Et quelles seraient les raisons aujourd'hui qui fait que nous n'arrivons pas à avoir une constance sur ce combat ou prendre la décision concrètement de finir d'apprendre ou d'acquérir parce que pour certains, on fait des formations, pour certains, on travaille, mais à quel moment on se dit, il serait peut-être temps d'investir tout ce savoir qu'on a acquis en Afrique. Quelles sont les raisons qui font qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à sauter ce pas concrètement? Je pense quand même qu'il y a des exemples de retour en Afrique qui sont de plus en plus nombreux. Il aurait fallu parler à des cabinets de recrutement. Et il y a vraiment un mouvement aujourd'hui de repatriation. On a vu que le Ghana a initié, moi j'étais en train de discuter avec l'ambassadrice. Alors je sais qu'on dit que l'ambassadrice, c'est l'épouse de l'ambassadeur. Mais moi, j'aime bien substantiver au féminin et j'assume de dire que c'est l'ambassadrice du Ghana, Madame Bosman, qui est une femme extraordinaire et donc qui on devisait autour de ce mouvement de repatriation que le Ghana a pris en tant que pays quasiment cofondateur de la pensée panafricaine avec Kwame Nkrumah et tous les C.L.R. James, les Black Jacobins de Trinidad et de Jamaïque. Ça s'appelle Afro Nation. C'est d'abord un mouvement de conscientisation, de possibilités pour tous les Noirs du monde entier, de trouver un pays dans lequel, effectivement, ils peuvent s'installer. Mais on a vu aussi des pays qui ont donné des passeports et qui permettent notamment de faire le visa sur place. C'est le cas du Bénin, c'est le cas du Rwanda, c'est le cas du Cap-Vert. Moi, je le dis avec d'autant plus de liberté que j'ai un passeport africain d'Afrique centrale qui est un passeport de galère. Je suis obligé d'appliquer des visas partout. Ça pose la question de l'intégration africaine et que quand j'arrive dans un pays africain et qu'on me dit qu'en 2 minutes, je peux faire mon visa en payant des sommes honnêtes, je dis qu'il y a quand même des avancées. Mais l'Afrique centrale est un peu le ventre mou de ce que je viens de dire. Et en réalité, je suis plutôt quand même optimiste dans le sens d'une ouverture vers la possibilité de voir une nouvelle génération d'afrodescendants, de ressortissants originaires d'Afrique ou de la Caraïbe qui migrent vers l'Afrique parce que l'Afrique est le continent de tous les possibles. C'est le continent des plus grands taux de croissance. Malheureusement, la redistribution n'est pas équitable, mais aujourd'hui, c'est le seul continent qui offre à un jeune, quelle que soit son origine, un énorme, le seul continent qui pourrait se fermer sur lui-même, vivre en autarcie et qui pourrait développer malgré tout le mieux-être des populations. Donc moi, je suis moins pessimiste de ce côté-là.
Ouché, je me dis qu'effectivement, il y a eu cette cristallisation de prise en compte autour de l'affaire Floyd, du fait que le racisme est là, il est atavique, il est même parfois structurel, et on peut même dire systémique, même si en France, il y a une forme de déni. Moi, je pourrais parler, on pourrait donner d'autres exemples, mais je pense qu'il faut rester positif, garder l'espoir, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Non, mais après il faut ajouter quelque chose, c'est qu'il y a aussi, je pense, sur ce point-là, déjà un autre problème à résoudre qui est celui de très souvent, mais c'est historique, hein, la confrontation entre les différents leaders qui mènent le combat pour la reconnaissance, en tout cas, des droits des Noirs, en tout cas du respect des Noirs à travers le monde, que ça soit par le biais du retour ou pas. Parce qu'on voit très souvent les leaders qui sont dans une confrontation systématique, excusez-moi. Dès qu'il y a un qui émerge, en fait, c'est un combat d'ego. À un moment donné, il faut réussir à mettre sous la table ces égos personnels pour pouvoir embrasser la cause de manière générale. Oui, Amoubé a raison de souligner qu'il y a un mouvement intéressant que l'on observe du retour de certains, que ce soit des afro-descendants ou des immigrés qui sont arrivés en Europe ou en Occident de manière générale, qui rentrent pour pouvoir entreprendre, que ce soit dans le secteur économique, culturel, social, des activités pour l'intérêt du continent. Mais il faut aussi reconnaître que ce mouvement, il est encore à un stade que je peux qualifier d'embryonnaire. Il va falloir densifier cela. Et pour que cela soit possible, je pense qu'on en parlera, il va falloir qu'il y ait aussi des mesures incitatives pour pouvoir justement pousser des jeunes générations, ou plus ou moins les nouvelles générations, à rentrer sur le continent pour pouvoir assurer son développement, parce que les opportunités, il y en a. Moi, ce qui me désole un peu sur ce point-là, c'est que tout le monde s'accorde à dire que l'Afrique, c'est le continent de demain. Mais je me pose souvent la question de savoir, c'est le continent de demain pour qui? Parce que très souvent, les travaux qui sont faits, que ce soit au niveau de la Banque mondiale, que ce soit au niveau du FMI ou toutes les institutions internationales que l'on peut citer, on met en avant les chiffres de la croissance économique du continent, des potentialités pour le continent. C'est vrai, mais malheureusement, ceux qui profitent très souvent de ces opportunités-là, ce sont des investisseurs étrangers, ce ne sont pas les locaux, ce ne sont pas les Africains eux-mêmes qui sont maîtres de leur destin sur ce continent-là à travers un investissement qui soit massif. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'obstacles qu'il va falloir lever. Amoubé parle par exemple d'un passeport pour circuler d'un continent à un autre. Je prends un autre exemple. Il y a la possibilité, par exemple, quand on veut partir d'un pays à un autre, il arrive que vous puissiez être sur le continent africain. Pour quitter, par exemple, d'un pays à un autre, vous êtes obligé de passer par l'Europe avant de redescendre en Afrique, ce qui n'est pas du tout normal en fait. Donc ça, c'est des problématiques qu'il va falloir résoudre. On a parlé de la zone de libre-échange continentale. On attend la mise en œuvre, la libre circulation des personnes, des biens, des capitaux. Tout ça là doit être implémenté au niveau institutionnel. C'est vrai que la volonté individuelle des uns et des autres peut être un élément essentiel, mais il va falloir reconnaître une chose, c'est que pour que le continent puisse connaître un bond qui soit raisonnable et acceptable, il va falloir que les institutions prennent la chose en main, parce que c'est eux qui vont implémenter toutes les politiques qui vont s'irriguer ou s'irradier à travers tout le continent. Oui, en tout cas, je vais aller dans le même sens que mes prédécesseurs, dans le sens que, voilà, il faudrait qu'il y ait la volonté que ce soit de nos dirigeants d'installer plus de plateformes, de mesures d'accompagnement, de mesures d'accueil vis-à-vis de ces personnes qui, qui veulent rentrer en Afrique pour travailler, pour y résider, pour y faire du business, des affaires. Bon, après, euh, le Ghana vient d'emboîter le pas, il nous montre l'exemple. Et aujourd'hui, le reste du continent doit faire la même chose. Bon, il y a également, par rapport aux discussions que j'ai régulièrement avec quelques Américains noirs qui veulent rentrer en Afrique, l'inquiétude est les conditions, les infrastructures et tout. Est-ce que quelqu'un qui réside en Occident avec tout le confort qu'il y a et puis peut tout laisser et puis rentrer pour aller commencer une vie là où, dans un pays où il manque
il manque de presque de tout, de l'électricité par exemple, il n'y a pas un système éducatif approprié où il n'y a pas des conditions qui sont là. Donc, il faudrait que les pays puissent organiser en sorte que, voilà, mettre en avant des infrastructures euh, qui vont intéresser toutes ces jeunes personnes qui aimeraient venir s'investir. Bon, l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, légèrement en avant. Et puis, bon, il va falloir peut-être mentionner ce que fait Econ, par exemple, qui, lui, il est en train d'investir euh, grandement en Afrique, au Sénégal, dans son pays natal. Il va falloir que euh, beaucoup des expatriés noirs puissent prendre la relève également, parce qu'il ne faudrait pas seulement attendre à nos dirigeants de mettre tout en place. Il faudrait que nous-mêmes, on prenne les choses en main. Il faudrait que nous-mêmes, euh, on puisse mettre les structures en place, que ce soit à construire des écoles, pourquoi pas. Il faut que la diaspora déjà puisse s'unir autour de cela. Après, lorsque nous voyons beaucoup de nos frères qui sont rendus en esclaves en Libye, généralement, nous avons tendance à agir avec émotion. Dans un premier temps, je disais que voilà, c'est bien beau de parler du retour, mais beaucoup s'interrogent sur la question de est-ce que est-ce qu'il y a est-ce qu'il y aura un système, déjà le système sanitaire qui est beaucoup délaissé en Afrique. Malheureusement, nous avons des dirigeants qui mettent beaucoup d'argent dans la défense au lieu de s'interroger sur la question de la santé publique. Donc, beaucoup des, des Noirs de la diaspora aux États-Unis, en France, aimeraient bien rentrer. Mais alors, si je rentre, est-ce qu'il y a des hôpitaux capables de me prendre en charge si demain je tombe malade? Est-ce qu'il y a la question de scolarisation? Est-ce qu'il y a des écoles pour éduquer mes enfants, par exemple? Donc, ce sont là des infrastructures de base que nous devons travailler si nous voulons vraiment séduire, je parle des gouvernants, s'ils veulent vraiment séduire ceux qui sont de l'autre côté à venir. Bon, je pense que certains pays ont pris un peu de l'avance, mais il va falloir continuer. Alors, par rapport à la question de l'activisme avec émotion, donc, c'est-à-dire quand nous voyons sur des réseaux sociaux nos frères en train d'être rendus en esclaves en Libye ou bien même un noir en train de se faire décapiter ou tuer, il y a de l'émotion. Généralement, nous avons tendance à agir avec beaucoup d'émotion et après, ça s'arrête là. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup des combattants. À Mobé, c'est un vétéran de cette bataille. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ne s'arrêtent pas juste sur 2 tweets sur les réseaux sociaux, mais qui y consacrent toute leur vie. Donc, je pense que c'est très important que les Noirs comprennent que ce combat, ce n'est pas un combat d'une minute, ce n'est pas un combat d'un post sur les réseaux sociaux, mais c'est un combat de toute une vie et que nous devons savoir vivre avec. Déjà, en fait, parmi ce que les gouvernements doivent faire pour inciter en fait la diaspora à entrer, j'aimerais dire quand même qu'on a besoin de certaines mesures d'accompagnement. Parce que quand on remarque que lorsqu'on rentre au pays, on ne sait pas trop par où commencer, qu'est-ce qu'il va falloir faire en premier lieu. On est comme si abandonné. Pour des personnes qui ont vécu pendant longtemps, par exemple, à l'extérieur, ils ont acquis certaines façons de faire, certaines choses, certaines manières de faire. Et quand on entre, on est un peu déboussolé, en fait. Et quelquefois, ceux qui sont même sur place ne nous acceptent pas facilement. Moi, je suis rentrée au Congo pendant un moment. C'était pas très facile, mais j'ai pourtant aimé, quoi. J'ai fini par revenir, mais j'ai observé énormément de choses qui se passaient autour. Mais je me disais, mais pourquoi il n'y a pas ci, pourquoi il n'y a pas ça, quand il va falloir faire des pièces d'identité, pourquoi on ne sait pas en fait à qui s'adresser, quand il va falloir par exemple entreprendre, on ne sait pas par quel moyen par exemple commencer en fait. On a un peu abandonné et
si bien que lorsqu'il y avait des gens, il y avait des nouveaux qui devaient arriver, je m'arrangeais à les tenir par la main, quoi. À les prendre pour leur dire, tu sais, ici, ça se passe comme ceci, comme cela, ce que tu as dans ta tête, il faudrait que tu l'oublies un peu, qu'on essaie quand tu arrives quelque part, tu vois à peu près comment les gens essaient de fonctionner, tu vas t'adapter et comme ça, les choses, elles avancent tout doucement. Et il y a un autre problème également qui fait que qu'on se sente un peu mal pour entrer, hormis les infrastructures, c'est le niveau de la politique. L'insécurité qu'il y a au niveau de la politique, ça fait que les gens se demandent, en fait, se posent des questions s'il faut partir. Surtout lorsqu'on a une famille. Moi, par exemple, j'ai grandi à Brazzaville et j'ai vécu toutes les guerres. Et j'ai tout le temps peur que mes enfants revivent la même chose. Le fait qu'il y ait cette insécurité politique fait que qu'on se pose tout le temps des questions, si c'est le moment de repartir, si on a réellement réfléchi, si au cas où il y aurait un problème, si on ne va pas subir un pillage ou on va venir tout détruire. En fait, il y a tout ça. Et c'est vrai que du côté de l'Afrique de l'Ouest, il y a des choses qui se mettent en place comparé à l'Afrique centrale, en fait. Le niveau de la démocratie, c'est pas trop ça. On peut se lever un matin sous des coups de feu. En fait, il y a cette instabilité-là qui fait que les personnes sont un peu hésitantes et on aimerait un peu qu'on regarde ce côté-là, que les gouvernements regardent un peu ce côté-là aussi. Plusieurs observations, parce que c'est très intéressant ce débat. C'est aussi un débat générationnel. Je comprends, j'entends tous ces arguments, mais en même temps, il faut ne pas oublier que pendant que certains à New York, parmi les Afro-Américains ou la diaspora, se posent cette question de est-ce que je vais pouvoir rentrer, est-ce que je vais avoir le confort, la douche, une école pour mes enfants, les Chinois ne se la posent pas, les Turcs ne se la posent pas. Nous sommes les seuls à nous poser véritablement ces questions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des poches et ce que je peux appeler une théorie du contournement. C'est-à-dire que si effectivement en Afrique centrale, il n'y a pas le cluster et l'écosystème idéalistique, il y a d'autres pays par lesquels on peut entrer pour implémenter cette dynamique et par couche sédimentaire, faire qu'il y ait une masse critique qui finalement aille vers cet objectif. Parce que si on se met tous à penser comme ça, ben, on ne va pas y arriver. Il y a des gens qui rentrent, il faut parler des success stories et il faut dire qu'aujourd'hui, malgré ces pesanteurs, la situation évolue. Alors, je voulais apporter une autre précision. Ce n'est pas parce que j'ai interpellé tout à l'heure l'Union africaine que je mets toute notre destinée dans les bras de l'Union africaine. Je les interpelle eu égard à leur responsabilité. Mais ce que je pense au plus profond de moi, c'est que le devenir du citoyen africain est entre les mains des citoyens africains eux-mêmes. Et il faut fabriquer un nouveau citoyen africain, qui est celui de l'entrepreneuriat. Je précise quand même que les gars qui dirigent les GAFA, ils sont beaucoup plus puissants que la plupart des États. Si on avait des super champions du business africain, eh ben, ils rivaliseraient avec les États. Les GAFA aujourd'hui sont ceux qui commencent à penser l'intelligence artificielle, qui envoient les gens dans l'espace, ils sont en train de travailler sur la génétique, les manipulations et bientôt, donc au-delà de la conquête de l'espace, sur la manière dont on va reformater l'humanité. Et on est toujours là, nous, en train d'avoir 3 wagons de retard sur ce genre de circonstances. Moi, je pense sincèrement qu'il y a des pays, je ne vais pas citer les noms, mais on les connaît, des pays dans lesquels il y a des bases à la fois de gouvernance, à la fois de confort. Donc ça, c'est un prétexte. Si tu veux vraiment rentrer, tu rentres. Si tu ne veux pas rentrer, tu laisses. Et ça, il faut savoir sortir du concept de tribu et parler plutôt de nation. Non, je voulais un peu revenir sur ce qu'Amodé est en train de dire, c'est-à-dire que sur la question de la volonté réelle des membres de la diaspora qui veulent rentrer et qu'il ouvrait la piste justement de la possibilité de rentrer dans d'autres pays qui offrent le cadre plus ou moins sécuritaire ou de stabilité dont Anne est en train de faire mention. Mais c'est vrai qu'il y a ces pistes-là, mais je pense aussi qu'il faut aussi mettre en avant le fait que ces poches de résistance dont il fait mention, particulièrement l'Afrique centrale,
on peut comprendre hein, certaines personnes qui veulent rentrer dans un pays où ils ont quand même leur marque, leur confort. C'est regrettable. Les Chinois, quand ils veulent rentrer pour faire quelque chose pour la Chine, ils vont en Chine. C'est vrai qu'il y a le continent asiatique. On ne va pas faire des comparaisons sur ces éléments-là. Mais il y a aussi une dynamique importante qu'il va falloir implémenter sur des pays qui sont des tares en fait sur ce mouvement d'ensemble-là. Parce que si on veut penser le panafricanisme, il va falloir certes qu'on puisse avoir des têtes de wagon qui puissent mener la danse, mais si les autres ne suivent pas, ce panafricanisme souhaité risque de ne pas pouvoir se réaliser. Et les éléments dont Emamsi et Anne ont eu à faire mention, certes, c'est des réalités qui existent, mais il va falloir les corriger. Il va falloir que ces dirigeants-là comprennent qu'à un moment donné, nous vivons une époque de bascule. Soit on fait le choix de pouvoir relever les différents défis qui se posent à nous, parce qu'il y en a énormément, c'est du passé, c'est d'aujourd'hui, c'est de demain. Quand Amobé parle, par exemple, des GAFA, de ceux qui sont en train de penser l'intelligence artificielle aujourd'hui, ces gens-là réussissent aussi. Pourquoi? Parce qu'ils ont un cadre qui leur permettent de pouvoir implémenter leur business. Ils ont un cadre juridique, un climat du monde des affaires qui est assez propice pour la réalisation de ces choses-là. Nous, on connaît plein des jeunes qui sont dans l'ingénierie, qui essaient de concevoir des produits pour pouvoir apporter leur pierre à l'édifice, mais qui ont du mal à pouvoir réussir parce que le cadre du business n'est pas favorable ou il n'y a pas de soutien adéquat pour ce genre de projet. Et donc, c'est des problèmes qu'il faut souligner et sur lesquels il va falloir porter une réflexion pour que nous ne puissions pas, parce que l'Afrique, c'est un tout, à la fois un tout, mais à la fois une diversité. Je pense qu'il va falloir réussir à faire en sorte qu'on puisse partir de partout, que ce soit de la Corne de l'Afrique au Cap de Bonne-Espérance. Il faut que ça soit implémenté de façon générale, en fait. Parce que si on laisse les autres, il y aura tellement un gap entre les uns et les autres où tous, on va s'engouffrer, par exemple, dans certains pays qui sont des locomotives et ça risque d'être aussi saturé et les autres, on va les abandonner. Donc, je pense que ce combat-là, il faut le mener de façon collective sur l'ensemble du territoire. Est-ce que je peux préciser ma pensée, parce que c'est très important, et essayer de donner un exemple concret. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut déserter le pays de ses ancêtres. Je dis qu'il faut faire de la stratégie. On ne fait pas la guerre pour la perdre. J'ai rencontré au Cap-Vert le ministre des Finances, M. Barros, qui m'a dit, Amobé, ici, nous avons créé un cadre de gouvernance qui permet à n'importe quel citoyen africain de créer une holding. On n'est pas un paradis fiscal, on est un pays avec un code d'investissement incitatif. Qu'est-ce qui empêche un Bantou d'Afrique centrale de mettre sa holding là-bas, de sécuriser ses assets et d'impacter depuis là-bas le pays? C'est juste de la stratégie. Vous n'êtes pas obligé de mettre tous les œufs dans le même panier. Et au contraire, je dirais que dans les pays où justement la gouvernance est la moins idéalistique, c'est là-bas qu'il faut impacter. Moi, je dis qu'au contraire, il faut aider ces pays-là, mais pas en allant se suicider. Il faut juste faire un peu de mindset et trouver des stratégies. Parce que, à part la force des choses, vous trouvez, il n'y a pas que des démons dans ces pays. Il y a aussi d'autres citoyens comme Bien vous sûr. qui ont envie de s'en sortir et qui sont proactifs. Simplement, peut-être que la stratégie jusque-là de tout mettre dans les mains de quelque chose où pour avoir un pape-là, il faut payer je ne sais pas combien de fois. Moi, j'ai fait mon visa en 3 minutes au Cap-Vert. Voilà un des pays. 3 minutes, on m'a fait mon visa. Dans un autre pays, un ami est allé, je ne vais pas citer parce que je ne veux pas entrer dans la compétition des États, etc. Un type est arrivé, il s'est blessé. Il avait une nationalité sénégalaise dans ce pays-là. On l'a amené à l'hôpital. Il est d'abord allé dans une pharmacie. On lui a fait une ordonnance. Il a payé l'équivalent de 3 €. Il est allé dans un hôpital. On ne lui a même pas demandé sa pièce d'identité. On l'a soigné, il est ressorti. Ça se fait en Afrique aujourd'hui. L'Éthiopie a des ingénieurs incroyables. Vous pouvez très bien, puisque vous êtes la diaspora, inventer un système où, si c'est Bandal à Kinshasa ou bien si c'est Poto à Brazzaville qu'on doit impacter, trouver le meilleur de chaque chose ailleurs, juridique, et puis impulser. Parce que c'est possible aujourd'hui grâce à Internet. Bien sûr. Il y a un problème, par exemple, là, on l'apprend que là, parce que vous êtes en train de parler. Sinon, on n'est pas au courant de tout ce qui se passe. Est-ce qu'il ne faut pas qu'on essaie de communiquer, qu'il y ait une plateforme, en fait, qui relaie toutes ces informations? Mais moi, je pense que c'est de la faute de Houché. Houché n'a pas créé cette plateforme. Oui, mais